Salut à tous, moi c'est Mamad, fondateur de Impact Story. Et depuis 3 ans, mon quotidien, c'est de parler d'écologie de manière positive. Cette année, on fête les 5 ans de la communauté du Coq Vert, qui regroupe des entreprises engagées pour la transition écologique et énergétique. Créée par BPI France avec le soutien de l'ADEME, cette année, j'ai décidé de partir à la rencontre de tous ces entrepreneurs en faisant un tour de France et comprendre concrètement comment est-ce qu'ils transforment leur modèle d'entreprise. Je vous propose de me suivre, c'est parti. Et on est donc parti pour notre road trip avec Mamad. Pour cette première étape, nous commençons par Paris. Fago s'est imposé ces dernières années comme l'une des marques de textile à l'empreinte carbone la plus faible. Alors, Mamad avait plein de questions à poser à son cofondateur. Nicolas Arror, vous êtes le fondateur de Fago. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est? Depuis 16 ans, je suis guidé par la conviction qu'une mode durable et responsable est possible. C'est pour ça que nous œuvrons à créer des collections qui impactent le moins possible la planète en réduisant au maximum nos émissions de CO2. Qu'on est passionné de la mode, passionné des produits, mais que derrière tout ça, il y a quelque chose qui cloche. Beaucoup d'émissions de CO2 sont émises lors de la fabrication et de l'utilisation des produits. Et c'est là qu'on se met à enquêter sur les émissions, comprendre, tout disséquer pour redémonter le produit et le recréer dans le bon sens. La collection s'appelle Dialogue. Et c'est vraiment ce dialogue-là qu'on essaye de restaurer entre vraiment cette vie urbaine effrénée. Je bosse, je sors, je vois mes copains, etc. Puis le week-end, en fait, j'ai pas envie de rester là. J'ai envie d'aller en forêt. Et la forêt, c'est vraiment illustré par mon logo. Sur chaque pièce, si tu scannes ça, tu découvres l'empreinte carbone du produit et aussi tout ce qu'on fait autour. Donc l'arbre planté, tu peux aller voir les arbres. Tu peux même aller dormir dans les arbres Fago. Comment ça? On a créé un petit hôtel. Ok. Ça s'appelle la Fago Forest House. C'est un tipi de verre en Normandie et tu peux dormir dans une forêt Fago. On a mis 2 arbres sur la petite table ici avec une pelle et on te donne un endroit où aller planter ces arbres-là. Donc c'est ton rituel d'arrivée. Ça c'est du coton gratté, par exemple, dont une grosse partie est en matière recyclée. Et ça ne se voit pas. Le but, c'est que ça ne se voit pas. C'est-à-dire que si jamais je suis un client et que je porte ma chemise, on va pas se dire c'est un gars qui porte un vêtement recyclé. Non, il porte une chemise qui est canon, qui a l'air hyper confortable, bien douce. Et donc c'est ça qu'on cherche à créer. C'est ce désir d'abord de vouloir porter la marque et ensuite celui de se dire en fait si t'es responsable, c'est doublement gagnant, quoi. Dans quelle mesure l'empreinte carbone aujourd'hui, c'est quelque chose que vous mesurez et quels sont les autres indicateurs que vous traquez? Ça fait partie vraiment de nos fondations. On a été la première marque de mode à réaliser un bilan carbone prévisionnel. C'est-à-dire qu'avant même de créer ma première basket, je savais combien elle allait émettre en CO2. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'avant même de la fabriquer, j'ai déjà réduit de 25% par rapport aux premières intentions en retravaillant ma colle, mes matières recyclées, le poids de ma basket, etc. Donc tout ça, ça a été disséqué pour sortir un produit qui, à l'époque, avec nos connaissances du haut de nos 21 ans, était le plus abouti et le moins émetteur. Aujourd'hui, il y a quasiment 4 millions d'arbres qui poussent en France, dans plus de 500 forêts que l'on a créées, que l'on a plantées, pour compenser les émissions de CO2 restantes, parce qu'on n'a pas réussi à faire le boulot jusqu'au bout. Nous prenons maintenant le train vers le sud, puis notre voiture électrique pour arriver à Grenoble. Changement d'ambiance puisque nous passons du textile aux fours industriels, mais toujours avec la même mission, décarboner. On vient tout juste d'arriver à Grenoble pour rencontrer Laurent et son fils Arthur Pellissier qui dirigent ECM Technologies. Ils ont la particularité de décarboner l'industrie lourde. C'est parti, allons leur rendre visite. Bonjour Laurent Pellissier, vous êtes le président d'ECM Technologies. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste votre activité? ECM Technologies, nous fabriquons des biens d'équipement, des biens industriels pour différentes industries, l'énergie, le semi-conducteur, la mobilité. Et là, vous êtes sur le site de Grenoble, qui est le site principal. Arthur Pellissier, je suis directeur général d'ECM Technologies. On est donc ici dans les ateliers pour visiter l'entreprise. Et donc là, dans l'usine, il y a combien de personnes qui travaillent? Sur le site là, on est 450 et dans l'usine, on est environ 60 personnes. Et faut compter combien de temps pour fabriquer un four, comme celui-ci par exemple? Pause. Ce que vous voyez là, ce sont des fours industriels. En gros, c'est dans ces fours qu'on va fabriquer des pièces métalliques que vous retrouverez ensuite dans vos voitures, les avions, certains outils médicaux ou encore dans l'industrie nucléaire. On est sur un délai de 6 à 9 mois, suivant notre charge. Et pour un four en production chez nos clients qui sort des pièces bonnes et que vous retrouvez sur vos véhicules, par exemple, on est sur 1 an. Ah, et il y a ça sur chaque four? C'est en option. Ah, c'est énorme. Mais c'est un artiste qui le fait à la main, Ok. en France.
Là, on avait décidé d'avoir une empreinte un peu plus forte, d'où le Super Dupont que l'on met en avant sur nos fours. Vous voyez que ça faisait un clin d'œil rigolo à la fierté française. Donc vous avez décarboné cette industrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a enclenché cette transformation? Il y a 5 ans, on a décidé d'arrêter de produire des fours au gaz, ce qui était un risque, puisqu'on diminue un peu notre chiffre d'affaires. Et on a tout remplacé par des fours électriques. On était précurseurs dans le domaine et aujourd'hui, ça devient un argument de vente. Beaucoup de nos clients souhaitent aussi que leur équipement permette de décarboner leur process. Et les clients finaux aussi demandent à leurs fournisseurs d'utiliser des process décarbonés. Donc on est en plein dans la cible du marché. J'avais anticipé le fait que les fours au gaz seraient à terme bannis de la production, même si ce n'est pas le cas dans certains pays, comme aux États-Unis. Et aujourd'hui, nos équipements permettent d'avoir une empreinte carbone 80 à 90% inférieure à un four traditionnel. On a fait des croissances à 2 chiffres sur les dernières années. Et je pense qu'une grande partie de cette croissance est liée au fait qu'on est dans l'éco-responsabilité. Là, on est sur une petite installation qui part en Angleterre. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est assez fiers et qui m'a toujours attiré dans l'entreprise. C'est certes, on produit 95% en France, mais on exporte 80%. Et c'est vrai qu'exporter le savoir-faire français à l'étranger, c'est toujours une fierté. Et puis c'est vraiment toujours passionnant d'être confronté avec des clients de cultures différentes à travers le monde, en passant des États-Unis jusqu'au Japon. Quelle est la dimension pour vous du mot collectif dans la mission de CM Technologies? Alors, on est une entreprise familiale, donc on a une vision à moyen et long terme. Et puis moi je suis très impliqué dans le rugby, on a des valeurs similaires de responsabilité, d'être sur notre territoire un exemple. Et tout ça fait que je pense qu'on peut avoir un collectif qui adhère à ce type de choix. Prenons de nouveau la route vers le sud, direction Marseille. Enfin, juste à côté, dans le parc des Aiguilles. Pour faire des usines, il faut des bâtiments. Et ça tombe bien, c'est ce que fait Barjane. On est au Parc des Aiguilles, au port de Marseille, pour rencontrer la co-dirigeante de Barjane, Julie Berlatier-Prieuré. Suivez-moi. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Merci. Je suis Julie Berlatier-Prieuré, cofondatrice et co-dirigeante de Barjane. Barjane, c'est une société à mission labellisée Bicorp. Tout d'abord, nous sommes aménageurs de parcs d'activités. Puis nous sommes développeurs de bâtiments industriels et de bâtiments logistiques. Nous sommes gestionnaires de tout ce que nous réalisons. Et enfin, nous sommes producteurs d'énergie solaire, d'électricité photovoltaïque sur les parkings et les toits de toutes nos réalisations. Ce bâtiment, c'est l'une des plus grandes plateformes logistiques de Decathlon. On y stocke des produits, on livre, on répare, on teste. Il y a même des petits robots tout droit sortis d'un film de science-fiction. Et tout ça, ça a été construit et c'est géré par Barjane. Ce qui vous distingue des autres, c'est d'intégrer la biodiversité dès la conception des projets. Pourquoi l'intégrer systématiquement? Chez Barjane, nous avons très tôt réalisé qu'on avait un impact majeur sur le territoire, et notamment sur la biodiversité. Nous avons, dès le début, travaillé avec des écologues pour protéger, préserver et recréer de la biodiversité sur nos sites. Par exemple, sur le parc des Aiguilles où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons développé un projet pour Decathlon. Ce parc était une friche industrielle et donc nous avons travaillé avec des écologues d'abord pour dépolluer et puis ensuite pour replanter des espèces locales et pour pouvoir faire revenir de la biodiversité sur ces sites. Quel est l'impact sur le territoire? Depuis la création de Barjane, nous avons contribué à la pérennisation de plus de 4000 emplois. Donc c'est du développement économique, mais de manière intégrée dans le long terme sur un territoire, donc en prenant en compte les besoins de la collectivité, de nos clients, des collaborateurs, des riverains. Et donc tout ça fait qu'on fait un projet qui pourra se pérenniser et bien s'intégrer. On est très fiers d'avoir planté depuis le début de Barjane plus de 93 000 arbres et arbustes. Et donc on les a plantés, mais on les entretient depuis toujours, donc on en est très fiers. Et puis on s'est fixé comme objectif de compenser toute la terre imperméabilisée par de la terre agricole, forestière ou naturelle. Et donc chez Barjane, on gère 3,6 millions de mètres carrés de terre naturelle, de terre agricole ou forestière, en plus de gérer toutes ces plateformes logistiques. On travaille avec des collectivités, des entreprises, des riverains, des bureaux d'études techniques, des entreprises de construction. Nous sommes le chef d'orchestre de tout ce projet pour faire en sorte de bien le concevoir, bien le développer et puis ensuite bien le gérer. Et puis, avant tout, Barjane, c'est une équipe de femmes et d'hommes engagés qui ont une démarche d'amélioration continue, projet par projet. Et c'est ce qui fait notre force et notre ADN. Après avoir profité du soleil du sud, il est temps de traverser la France à nouveau pour notre ultime étape, direction l'Est.
Quatrième et dernière étape de ce Tour de France, on va rencontrer Caroline Semin qui dirige l'entreprise familiale Semin Group, une entreprise de matériaux de construction engagée dans la décarbonation et l'éco-conception. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez, je vous embarque. Allez, allons-y. Vous dirigez Semin depuis 8 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est? Semin, c'est une entreprise française, familiale, industrielle et on est spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction pour le bâtiment. Alors, Donc là, ce que vous voyez à l'extérieur, ces gros silos, c'est là où on charge en fait les principales matières premières. Donc les deux matières premières principales qu'on utilise pour fabriquer les enduits, c'est du plâtre, donc qui vient ici essentiellement du bassin parisien, et du carbonate de calcium. Donc c'est de la poudre de marbre, d'accord. pour le coup, qui vient là du sud de la France. Alors notre cœur de métier, c'est la fabrication de colle et d'enduits et on fabrique également tout ce qui est accessoires autour de la plaque de plâtre, donc les bandes, les accessoires métalliques, les ossatures métalliques sur lesquelles on vient visser la plaque de plâtre. Et après, ce qu'il y a derrière la plaque, donc les isolants et en particulier des isolants biosourcés et éco-sourcés. Comment on fait pour transformer une entreprise industrielle familiale? C'est à la fois conjuguer héritage et innovation. Cette transformation, on l'a commencé dans notre cœur de métier en sortant une nouvelle gamme d'enduits naturels composée de plus de 99% de matières premières d'origine naturelle. Et ça a été un long travail de recherche et développement pour en fait réussir à remplacer complètement les résines synthétiques issues du pétrole par des végétaux. Donc du coup, on va retrouver de la pomme de terre, du blé, du maïs, de l'argile dans ces produits. Et tout le savoir-faire, c'est la recette, les ingrédients et la recette. Ok. La recette, elle est secrète, du coup ou... Oui. pas? Oui. Et Ok. c'est la recette de mon arrière-arrière-grand-père. Ah ouais, ok. 3 fois, non, arrière, j'en oublie un. Arrière-arrière-arrière-grand-père. L'industrie du BTP, l'industrie du bâtiment de manière plus globale, c'est une industrie qui peut être assez polluante. Quel levier on utilise aujourd'hui pour décarboner une industrie aussi polluante? Le bâtiment, c'est 27% des émissions de CO2 et c'est 45% de la consommation d'énergie de la France. Si on se concentre vraiment uniquement sur la rénovation énergétique des passoires thermiques, donc des logements classés F ou G, on va dire horizon 2032, ça permettrait de réduire de 10% la consommation d'énergie du pays. Donc c'est colossal. C'est la fin de ce road trip. Merci à tous les entrepreneurs qui m'ont accueilli et qui font le maximum pour avoir un impact dans leur secteur respectif. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.